Annoncée au lendemain de l'élection présidentielle, la révision constitutionnelle a été adoptée par le Parlement et le Sénat gabonais. L'opposition dénonce une monarchisation, l'équilibre des pouvoirs entre le président et le gouvernement ayant disparu. Charles Mbah, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Au lendemain de la crise post-électorale, cette révision était très attendue par l'opposition gabonaise qui espérait que la démocratie connaîtrait un saut qualitatif. Est-ce que vous êtes déçu par ce changement de régime? Déçu, pas du tout, parce que je connais ces hommes-là. Je les connais et je suis étonné que nous ayons non pas une révision constitutionnelle, mais bien un changement de constitution, un changement de régime par des hommes qui craignent avant tout que l'opposition qui gagnerait les élections prenne les choses en main. Donc je ne suis pas déçu, je suis étonné qu'un président illégitime, une assemblée de députés illégitime, parce qu'elle est en fin de mandature, prenne une décision aussi grave que celle de changer une constitution. A-t-on jamais vu une assemblée en fin de mandature prendre une décision aussi grave que le changement d'une constitution? A-t-on jamais vu dans une organisation quelconque un encadrement mis en place et qui liquide les affaires courantes prendre une décision aussi grave que celle qui concerne le changement de la Constitution, la loi fondamentale d'un pays? Mais en n'ayant pas participé au dialogue national, l'opposition a de facto donné un blanc-seing à Ali Bongo, qui a pu réviser cette Constitution en sa faveur. Je me suis exprimé sur ce fameux dialogue en disant le président de fait que nous avons au Gabon n'a ni qualité ni légitimité pour appeler à un tel dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, disposant de 210 députés et sénateurs sur 225, il n'y avait aucune chance que l'opposition fasse entendre la moindre voix que ce soit. C'était un monologue. C'était un monologue. Les dés étaient pipés d'avance. Alors, que craint Ali Bongo? Une cohabitation qui pourrait intervenir au moment des législatives? Je ne sais pas si le président de fait qui s'est imposé aux Gabonais craigne en particulier quelque chose. Je pense que c'est davantage la volonté d'absolutisme qui existe chez lui de concentrer tous les pouvoirs. La réalité est que la cohabitation que certains, y compris par mes amis, espéraient ne peut pas avoir lieu parce qu'elle est forclose par l'article 8 de la nouvelle Constitution qui donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Mais malgré tout, si les élections législatives se tenaient, sont prévues au plus tard fin avril, après avoir été reportées à 2 reprises, l'opposition, malgré tout, appelle au boycott. Donc, elle n'y participera pas. Moi, je ne suis pas favorable à la chaise vide, je l'ai déjà dit, même si je considère aujourd'hui que ceux qui prétendaient que participer à ces élections législatives serait l'occasion d'écarter le président qui s'est incrusté au pouvoir, je pense que ce serait une bonne manière d'occuper une institution et probablement de donner du travail à 200, 300 ou 400 cadres de l'opposition qui croupissent chez eux. Mais je voulais dire ceci, vous évoquiez tout à l'heure le terme de monarchisation. Quand un seul homme peut dire dans un pays « l'État c'est moi », nous sommes bien en monarchie. Et je confirme que le président de fait que nous avons peut dire aujourd'hui « l'État c'est moi ». Il est le chef suprême des armées, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est de fait le ministre des Finances, parce que j'ai personnellement participé à cette opération de déplacement de 2/3 du budget à la présidence où personne ne peut aller contrôler. Aujourd'hui, il est à la fois le Premier ministre et le gouvernement. CQFD, il contrôle tous les pouvoirs. L'État, c'est lui, ce n'est plus nous. Et donc, nous sommes en monarchie. Donc, le terme est effectivement le bon que nous utilisons dans l'opposition. Alors, le défi majeur de cette opposition, c'est tout de même de demeurer unie. Est-ce que l'union sacrée qu'on a vue au moment de la présidentielle entre Jean Ping, Miboto, Oyemba, Zubadama et Barros-Chambrier
peut résister au temps? Je le souhaite. Vous savez que la définition ou la devise du sceau de la République gabonaise, pour autant que nous soyons encore en République, est Unity progrès d'Iemour. Dans l'unité, nous progresserons. Si nous ne sommes pas dans l'unité, nous ne progresserons pas. Nous avons besoin obligatoirement de cette unité. Je suis membre d'un parti politique, et cela ne vous a pas échappé, et je crois que M. Miboto, qui est un homme d'État, est tout à fait disposé à faire les sacrifices nécessaires pour que cette unité persiste. Nous en avons besoin pour continuer de montrer aux Gabonais que nous sommes à leur côté. Malgré les tentations de déstabilisation opérées par le pouvoir? Elles sont naturelles. Ces tentations-là et ces déstabilisations, elles sont naturelles. Je le regrette simplement. Je regrette que l'argent, les postes et les égos fassent aujourd'hui que nous soyons à la merci d'un pouvoir qui est illégitime et donc il est illégal, parce qu'en réalité, on le sait bien, la légalité vient de la légitimité. Alors, il y a quand même deux points positifs dans cette Constitution. C'est l'instauration d'un scrutin à 2 tours, fait assez rare en Afrique centrale, hein, pour être souligné, et puis la création d'une haute juridiction censée juger le président de la République. Alors, 2 choses. La première est une remarque de fond. Une bonne décision prise par un pouvoir illégitime, pour moi, n'a aucun intérêt. Absolument aucun. Maintenant, si vous parlez d'une élection à 2 tours, je l'ai écrit depuis longtemps, y compris dans mon dernier livre. Je crois que nous avons besoin, dans ces pays qui sont des mosaïques ethniques, d'une élection à 2 tours, une élection présidentielle à 2 tours. Ne fût-ce que parce qu'elle nous contraint à la négociation, c'est-à-dire au contrat social. Si nous voulons vivre bien ensemble, il faut que nous apprenions à négocier les uns avec les autres. Et au niveau de l'élection présidentielle, c'est évident qu'une élection à 2 tours est un progrès. Mais encore une fois, je le répète, même une bonne décision prise par un pouvoir illégitime, pour moi, ne présente aucun intérêt. Comment réagissez-vous aux pressions qui sont faites encore aujourd'hui sur les membres de l'opposition, notamment Jean Ping, qui récemment a été interdit de sortie du territoire? C'est absolument ubuesque. Je pourrais qualifier cela plus gravement si ça n'était que c'est une situation assez dramatique pour ce pauvre pays qui n'en finit pas de descendre aux enfers. Voilà des hommes qui se déclarent démocrates, qui sont censés faire avancer notre pays et qui prennent des décisions ou des positions ou qui laissent faire des choses qui sont absolument antidémocratiques. On continue de fonctionner ou on recommence à fonctionner dans ce pays comme si les uns appartenaient à ceux qui dirigent le pays, même s'ils dirigent par la force des armes. Comment expliquez-vous, Charles Mbah, que la communauté internationale se mobilise si peu sur la question de la crise gabonaise qui dure quand même depuis août 2016? J'en suis assez malheureux, mais en même temps, la communauté internationale a ses procédures et je crois que ces procédures-là sont suivies. Le fait est que l'Union européenne a déclaré que M. Bongo n'avait pas gagné l'élection. Je crois que c'est ce que a fini par dire la francophonie. C'est aussi ce que dit le rapport provisoire de l'Union africaine. Les Nations unies suivent un peu. La communauté internationale est bien au fait puisqu'elle n'a jamais reconnu l'élection proclamée par la Cour constitutionnelle gabonaise. Maintenant, effectivement, il reste que le peuple gabonais bénéficie de peu de solidarité. Et pour quelles raisons, selon vous? Je crois que on dit que dans un divorce, les torts sont toujours partagés. Nous avons sans doute une part de responsabilité parce que nous avons une histoire ancienne. Il faut que nous allions chercher des raisons. Il faut que nous soyons nous-mêmes plus proactifs à essayer de convaincre à la fois les pays africains, les premiers, les pays africains, les peuples africains, que le peuple gabonais a besoin d'être soutenu par eux, quoi qu'il ait pu faire par le passé
qui ne leur ait pas été favorable. Mais je me souviens On quand sent même... surtout un désintérêt de l'Afrique centrale. Oui, on pourrait dire cela, mais j'aime à répéter une formule, celle de M. Balladur: quand les sentiments personnels se mêlent de la gestion de l'intérêt général, la catastrophe n'est pas loin. Nous sommes trop des sentimentalistes. Quant à la communauté internationale, elle est habituée à des crises plus graves où il y a des milliers de morts, mais le Gabon, ce n'est qu'1,6 million d'habitants. Mais on compte quand même de nombreux morts depuis la crise post-électorale Bien et de sûr. disparitions même. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler d'efforts et de conviction auprès de la communauté internationale si nous voulons obtenir qu'elle nous soutienne davantage. Il y a malgré tout 2 médiations qui ont été tentées par le roi du Maroc, mais également par le président de la Guinée équatoriale, de la Guinée Conakry plutôt, qui à l'époque était le président de l'Union africaine. Elles n'ont rien donné. Parce que pour négocier ou pour discuter, il faut être deux. Encore une fois, ceux qui prônent la discussion avec le président de fait en place et incrusté au Gabon se trompent de partis adverses. Le président en place ne veut rien négocier. Et comme on l'apprend... Même pour une médiation, il faut être 2. Voilà, comme on l'enseigne même dans les petites écoles de commerce, il ne faut jamais négocier avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il n'a rien à mettre sur la table. Donc il ne pourrait avoir aucune discussion avec lui. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir absolu. Il vient de le démontrer encore avec la nouvelle constitution gabonaise. Charles Mba, merci. Merci beaucoup, Madame Epoté.